Ça ne vous aura probablement pas échappé, le marché est plutôt dans le vert en ce moment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Bitcoin est à quelques pourcents seulement de retoucher son ATH et les alts ont enregistré de très jolies performances ces dernières semaines. Avec cette récente hausse et la saison des airdrops qui l'a précédée, vous êtes sans doute nombreux à vous retrouver avec un portefeuille contenant des coins dont vous ne savez pas forcément tout. Dans le parcours de tout investisseur crypto, il y a plusieurs choses à regarder pour avoir une bonne indication des performances d'un projet dans le futur. Car oui, il faut bien se le dire, lorsqu'on achète un token, on espère au moins secrètement que celui-ci sera le prochain à se valoriser et à afficher de gros multiplicateurs. Spontanément, on pense évidemment à plusieurs métriques clés comme la proposition de valeur intrinsèque du projet ou les problèmes qu'il vient résoudre. Souvent, on regarde le white paper et la plupart du temps, c'est complètement imbitable pour toute personne qui n'aurait pas quelques notions. Mais c'est quand même très important et les équipes des projets font souvent un effort pour rendre le tout intelligible, au moins dans les grandes lignes. On peut aussi rattacher le projet à des narratifs particuliers et se positionner en conséquence, comme par exemple les projets liés à l'intelligence artificielle dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Pourquoi ne pas regarder l'équipe également ? Parfois, des entrepreneurs en particulier nous inspirent dans leur façon de travailler ou de voir les choses, et ça peut nous aider à nous rendre compte du sérieux d'un projet. Bon, et enfin, on ne peut pas mettre de côté la chance. Même si vous avez fait vos devoirs correctement, le facteur chance est vraiment à prendre en compte lorsque vous décidez de parier sur un projet plutôt que sur un autre. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'est l'équivalent de parier sur Amazon dans les années 90, à l'époque où ce n'était encore qu'une petite librairie en ligne, plutôt que sur la myriade d'autres entreprises coexistant avec ce futur mastodonte. Mais si je vous disais qu'il existe un indicateur que l'on peut observer de manière objective et mathématique pour se donner une idée des performances futures d'un token en particulier. Cet élément hyper important, c'est bien sûr la tokenomics et on ne pense pas toujours à la regarder. Dans cette vidéo, on va se plonger dans une compréhension plus approfondie de ce que constitue la tokenomics d'un projet et à quel point il est important d'y jeter un œil avant d'investir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais aussi vous parler de plusieurs projets qui vont libérer des tokens massivement dans les prochains mois. Si vous êtes investi dans ces projets, ce sont de précieuses informations. Vous avez l'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement, alors faites vos propres recherches et prenez vos décisions en conséquence. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Nomix, une société spécialisée en token economics qui propose aux entreprises et projets crypto un accompagnement dans la création de tokenomics, depuis le concept jusqu'à l'émission publique des tokens. Je vous en reparle plus en détail à la fin de cette vidéo. On est parti. Les tokenomics sont ce qui se rapproche le plus de l'économie au sein de l'écosystème crypto et est au cœur de tout projet choisissant d'utiliser un token. Il s'agit d'un mot valise, un mélange entre token et economics, respectivement jeton et économie en français. En clair, les tokenomics désignent l'ensemble du système économique et des incitations financières qui régissent un projet utilisant des tokens. Le but affiché des tokenomics est plutôt simple à vrai dire. Il s'agit de créer un système d'émission, de distribution, d'utilisation et de gestion favorisant à la fois la stabilité, la croissance, mais aussi et surtout la pérennité d'un projet crypto. Pour savoir interpréter des tokenomics et donner du sens aux informations que ça nous donne, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Et pour ça, rien de tel que de petites analogies avec le monde réel. Ça ne vous aura pas échappé, ça fait plusieurs mois maintenant que l'actualité économique tourne autour d'un concept fondamental, l'inflation. L'inflation, elle provient de deux endroits principalement, soit par des chocs exceptionnels, comme par exemple l'augmentation du prix du pétrole à cause d'un conflit, soit par la monnaie elle-même, qui a tendance à perdre de sa valeur. Dans une économie mondialisée et interconnectée comme la nôtre, les chocs, ça arrive, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et l'inflation n'est vraiment pas un phénomène nouveau. J'avais déjà évoqué Néron dans une précédente vidéo, cet empereur romain qui a massivement dévalué la monnaie de son peuple pour financer ses projets d'empereur passionnés par la luxure et la conquête. Cette dévaluation a été orchestrée en réduisant progressivement la teneur de métaux précieux dans les pièces de monnaie de l'époque. Même son de cloche pour Philippe IV, dit le Bel, roi de France de 1285 à 1314, c'est-à-dire une époque où les souverains possédaient le droit de battre monnaie. On doit à Philippe IV une innovation dans le domaine monétaire que l'on appelle le brassage seigneuriage. Pour la faire courte, ce modèle implique une rémunération des personnes chargées de la fabrication de la monnaie en plus d'une taxe prélevée par le roi, le tout en fonction de la quantité de monnaie frappée. En sa qualité de roi, Philippe IV fixait aussi le cours légal des pièces, le tarif d'achat du métal et aussi les conditions d'émission et de circulation des pièces. Autant vous dire qu'il disposait de tous les leviers pour maximiser les bénéfices de la couronne et c'est en cela qu'il a gardé une réputation de faux monnayeur. Ce fait historique montre évidemment l'importance des politiques monétaires en matière d'inflation, mais surtout l'importance de ne pas laisser ces instruments entre les mains des mauvaises personnes. L'histoire nous montre que parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, les choses fonctionnent mal. Par exemple, un point crucial en matière d'inflation, c'est la quantité de mise en circulation d'un actif donné. Et ça, Philippe II, roi d'Espagne au XVIe siècle, en a fait les frais lorsqu'il a envahi l'Amérique latine et qu'il s'est rendu compte que les sous-sols du Nouveau Monde regorgeaient de minerais, notamment d'or et d'argent. Sur le moment, il touche le pactole et se met à rembourser sa dette colossale à toute l'Europe.
Mais très vite, le marché européen s'est retrouvé inondé d'argent et l'immense richesse accumulée par Philippe II n'a fait que perdre de sa valeur au fur et à mesure où toute cette richesse était noyée dans cette quantité stratosphérique de métaux précieux. C'est véritablement la trop grande quantité d'argent apportée et la façon de distribuer tout ça dans un temps relativement court qui a causé l'une des plus grandes dévaluations involontaires de la monnaie jamais recensée en Europe. Vous commencez à voir où je veux en venir. Que ce soit dans l'économie ou bien dans les crypto-monnaies, lorsque l'on veut s'intéresser à un actif en particulier, il faut forcément prendre en compte les notions de quantité disponible, de quantité totale et de gestion de la distribution. Toutes ces informations peuvent nous donner des indications sur la valorisation future d'un actif, et c'est particulièrement vrai pour les crypto-monnaies. Et oui, pour notre secteur, ces tokenomics ont une vraie importance puisque ce sont des jetons numériques. Admettons par exemple que vous vous intéressiez à l'or en tant qu'actif. Si je vous demande la quantité en circulation de l'or, vous n'aurez pas trop de problème pour trouver l'information. Par contre, trouver la quantité totale disponible sur Terre, c'est tout de suite une autre paire de manches. Cependant, en ce qui concerne Bitcoin, la tokenomics est transparente et connue de tous. L'offre en circulation est d'environ 19,6 millions de Bitcoin à l'écriture de cette vidéo, l'offre maximale ne dépassera pas 21 millions, et le rythme de distribution se fait au gré des halvings avec une division de l'émission des jetons tous les 4 ans. Bitcoin, c'est une chose, mais c'est aussi valable pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Chaque projet dispose de sa tokenomics et la plupart du temps, on peut en prendre connaissance avant que le token ne sorte. À ce stade de la vidéo, vous devez comprendre une chose importante. Vu la nature intangible des cryptos, les tokenomics ne sont jamais gravés dans le marbre et il peut arriver que ça change. L'exemple le plus parlant, c'est le token ETH d'Ethereum qui a vu son inflation diminuer, voire même devenir désinflationniste, le tout avec l'introduction de l'EIP 1559 par exemple. C'est une inflation artificielle évidemment puisqu'il s'agit de brûler des Ethers au fur et à mesure pour rendre le token plus rare. Il ne s'agit pas ici de juger de cette décision, mais simplement de comprendre qu'en matière de tokenomics, on fait un peu ce qu'on veut lorsque l'on développe un projet dans le cyberespace. Pour Bitcoin, c'est un peu pareil finalement. Qui nous dit que la limite des 21 millions ne sera pas un jour remise en cause? Ce sont des protocoles informatiques et en tant que tels, on peut les modifier. Évidemment, c'est extrêmement difficile de le faire sur Bitcoin et hautement improbable pour tout un tas de raisons si vous voulez mon avis. Mais voilà, la possibilité existe et ce n'est pas à exclure. Bon, maintenant que vous avez compris ça, on va essayer de décortiquer les tokenomics classiques d'un projet, voir comment on peut donner sens à tout ça, car porter attention à ces détails peut réellement affecter positivement vos performances en matière d'investissement. Quand on observe des tokenomics, on peut en dégager 3 grands ensembles. D'abord, vous avez la supply, c'est-à-dire le nombre de tokens maximal pouvant être émis. Pour Bitcoin, on l'a dit, c'est 21 millions. Mais certains projets n'ont pas de quantité maximale. C'est le cas pour Solana ou Atom, par exemple. Il faut bien distinguer la quantité maximale de la quantité en circulation, cette dernière étant le nombre de tokens émis à un instant précis. Cette quantité limitée peut par exemple être un facteur de rareté. Et oui, 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. Donc plus on en amasse, plus on diminue la quantité que les autres peuvent acheter. Et ça, forcément, ça a une influence sur le prix. Bon, après, on s'entend. Ça implique aussi qu'il y ait de la demande pour votre token et une supply limitée n'est pas forcément un signe de bonne performance, puisque si personne ne veut de votre projet, ça n'a finalement pas d'importance. Mais c'est une métrique importante, et prendre en compte la quantité maximale de tokens par rapport à celle en circulation est toujours une bonne chose. Le deuxième ensemble, c'est l'émission de tokens. Pour Bitcoin, par exemple, ce sont les mineurs qui sont récompensés par le protocole, car celui-ci émet de nouveaux bitcoins chaque fois qu'un bloc est miné. Pour le moment, c'est 6,5 bitcoins par bloc et on passe bientôt à 3,125 bitcoins par bloc juste après le halving qui devrait avoir lieu en avril. Le halving, c'est une division par 2 de la prime de minage et forcément, ça contribue à raréfier l'offre de bitcoin en circulation. Vous l'avez compris avec ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, mais en clair, les tokens ont un certain niveau d'inflation ou même de désinflation pour certains. Dans l'idée, plus un protocole émet de tokens, donc plus son inflation est élevée au cours du temps, plus son prix va être tiré vers le bas. Au contraire, plus un token subit de désinflation, plus dans l'idée son prix devrait être tiré vers le haut. J'en profite pour le répéter, mais évidemment, le prix d'un token n'est pas drivé uniquement par ses tokenomics. Il y a un tas d'autres facteurs qui font qu'un token peut en surperformer un autre, mais ce sont tout de même de très bons indicateurs. Enfin, le troisième pilier, c'est la distribution de tous ces tokens. La plupart des projets prévoient de distribuer une partie de la supply totale à certaines catégories d'utilisateurs. Ça peut aller des fondateurs jusqu'aux validateurs, en passant par les utilisateurs et les investisseurs de la première heure. Voilà par exemple à quoi ressemble l'allocation du token TIA du projet Celestia au moment de sa sortie. Environ 20% de la supply initiale est allouée au public, dont 12,6% seront distribués dans le futur. Ensuite, 26,8% des tokens sont réservés à la fondation et aux développeurs qui s'occupent de l'amélioration et de la maintenance du réseau. Enfin, la plus grosse part du gâteau, soit 53,2% des tokens, revient aux investisseurs privés de la première heure qui ont eu la chance de rentrer tôt dans le train. 53,2% des tokens, vous vous dites sûrement que ça fait beaucoup, et vous avez raison. L'une des premières craintes lorsqu'on entend ça, c'est de se demander qu'est-ce qui va se passer si tout ce beau monde décide de tout vendre dès la sortie du projet. C'est là qu'entre en scène la notion de vesting. Le vesting, en clair, c'est un mécanisme de déblocage progressif des tokens sur une période définie à l'avance.
Le plus souvent, c'est utilisé pour aligner les intérêts des détenteurs avec ceux du projet. Il permet d'éviter la vente massive de tokens sur le marché et favorise l'engagement à long terme des investisseurs ou des membres de l'équipe. En général, ça se traduit par un déblocage progressif des fonds sur une période allant de plusieurs mois à plusieurs années. Cette information est souvent un peu plus difficile à trouver que les précédentes et elle a pourtant un intérêt crucial. Et oui, vous ne voulez pas être le dernier au courant qu'un déblocage massif de votre token préféré va inonder le marché à une date plus ou moins proche. Évidemment, la fin d'une période de vesting ne signifie pas forcément un dump abyssal du prix d'un token, mais il est indéniable que ça induit forcément une pression vendeuse supplémentaire et il peut être intéressant de se renseigner et même, pourquoi pas, de noter tous ces grands déblocages de tokens sur un fichier Excel. Enfin, en tout cas, pour les plus courageux. D'ailleurs, plusieurs projets ont des unlocks massifs de tokens pour les mois à venir et vous pouvez monitorer tout ça sur différents sites qui s'avèrent très utiles, je pense à Token Unlock ou CryptoRank par exemple. Le dernier projet avec une libération massive en date est Arbitrum. D'après Token Unlock, une libération de plus d'1 milliard de tokens est prévue pour le 16 mars prochain. C'est vraiment colossal. La quantité de tokens ARB en circulation va pratiquement doubler ce jour-là et ensuite les libérations de tokens vont s'enchaîner tous les mois pendant 3 ans. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que du côté d'Arbitrum, c'est le silence radio, et que c'est très compliqué de vérifier ces informations. C'est plutôt moyen si vous voulez mon avis. Mais bon, beaucoup de sources concordent, alors on va voir ce que ça va donner. On peut aussi citer le ApeCoin, le token lié au fameux NFT Bored Ape. Tous les mois, ce sont plus de 15,6 millions de jetons, soit environ 25 millions de dollars qui sont déversés sur le marché, et cette libération va encore durer pendant 2 ans. Au moins, vous êtes prévenus. Même chose du côté d'Avax, qui tous les mois libère une grosse quantité de tokens. Le dernier déverrouillage date du 22 février où pratiquement 10 millions d'AVAX ont été déversés sur le marché. Comme je vous le disais, en mars, plusieurs grosses libérations de tokens sont sur les rails. Donc si vous investissez dans ces projets, n'oubliez pas d'y jeter un œil, ça pourrait vous intéresser. Évidemment, je ne peux pas vous parler de tous les projets ni vous construire un calendrier du vesting des milliers d'altcoins qui existent sur ce marché. Par contre, les sites que je vous ai cités le font très bien et je vous invite vraiment à aller les consulter lorsque vous décidez d'investir sur un projet en particulier. Vous comprenez maintenant mieux les enjeux derrière l'observation des tokenomics, puisque tous les projets ne se valent pas à ce niveau-là. Ce n'est pas la seule chose à surveiller, mais c'est définitivement des informations dont vous ne devriez pas vous passer. Autre chose que vous pouvez surveiller aussi, et ça fait pas de mal de le rappeler en ce moment, c'est la valorisation d'un token. Il ne faut pas regarder son prix, parce que le prix ne veut rien dire s'il n'est pas mis en perspective avec la market cap. Je m'explique. La capitalisation d'un token dépend à la fois de sa quantité en circulation et de son prix. Ces 3 éléments interagissent ensemble pour déterminer la valeur et la perception d'un token sur le marché. Ils sont intimement liés, donc ne vous faites pas avoir. Le prix unitaire d'un token ne donne pas grand-chose comme information. Ce qu'il faut regarder, c'est sa capitalisation. Si vous voyez des tokens un peu obscurs avec des têtes de chiens ne valoir que quelques centimes, pensez à vérifier leur capitalisation. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chers qu'il faut foncer en acheter. Ils peuvent très bien être déjà très capitalisés, voire même surévalués. Un exemple parlant, c'est le Dogecoin, qui ne coûte qu'une dizaine de centimes par unité, mais qui est valorisé à plus de 25 milliards de dollars. Si son prix unitaire est si faible, c'est parce qu'il y a énormément de Dogecoin en circulation, environ 150 milliards pour être précis. Cette énorme quantité en circulation, couplée à une supply infinie, fait que le token ne vaut pas très cher, mais pourtant il est hautement capitalisé, alors faites attention. C'est peut-être trivial pour certains, mais beaucoup font encore cette erreur, alors un petit rappel ne fait pas de mal. Dans tous les cas, l'état actuel du marché ne vous aura sans doute pas échappé, il est possible que cela vous donne envie de vous positionner. Maintenant, au moins, vous serez un peu plus au fait de ce que vous devez surveiller au moment d'investir dans un token. C'est sûr que c'est du travail, mais c'est réellement quelque chose qui peut faire la différence sur le long terme, alors n'ayez pas peur d'ouvrir les white papers, de vous plonger dedans et de fouiner un peu partout pour chercher toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Maintenant que vous connaissez les enjeux liés au tokenomics, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Nomics. Nomics est une société créée en 2021 qui va vous aider à élaborer votre stratégie Web3 et votre token économie afin de faire croître et rayonner votre projet. L'équipe propose aujourd'hui divers accompagnements adaptés à tous ceux qui ont un projet crypto à un stade plus ou moins avancé. Nomics vous permettra d'établir le meilleur plan pour une optimisation à long terme. Cela inclut tous les aspects de la vie d'un projet crypto, comme par exemple la proposition de valeur initiale, l'interopérabilité commerciale et systémique, les objectifs de la levée de fonds initiale, les mécaniques et dynamiques des tokens et la gouvernance, entre autres. Si vous avez une bonne idée crypto, Nomics vous aidera à rédiger votre white paper. Vous serez ensuite guidé tout au long des étapes importantes pour que votre projet prenne vie. Vous pouvez aussi partir d'un plan que vous avez déjà élaboré. Leur travail sera d'optimiser votre vision. Si vous avez déjà lancé votre projet, Nomics propose une formule stress test pour challenger votre produit. Et pour aller plus loin, vous pourrez demander un audit qui étudiera en plus les schémas de circulation des tokens. Vous l'aurez compris, Nomics propose des solutions sur mesure. L'objectif affiché est d'hisser la discipline au niveau du formalisme de la finance traditionnelle. Un atout précieux afin d'éviter les nombreux écueils d'un écosystème crypto sauvage et bouillonnant.
Nomics lancera la bêta de son software Tokenomics la semaine prochaine et vous pouvez vous abonner à leur newsletter afin de pouvoir recevoir un accès par email. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le lien en description de cette vidéo. Encore merci à Nomics pour leur soutien. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et en likant la vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire des idées pour les prochains sujets que je pourrais traiter. Encore merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye.